Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. 20h32, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, nous a rejoint dans ce studio. Évidemment, nous allons entendre votre réaction. Je précise aussi aux auditeurs d'Europe 1 qu'Alexandre Chauveau, journaliste politique d'Europe 1, est toujours avec nous. Il suit en direct les réactions, Alexandre, à ce nouveau gouvernement. On a eu celle de Jean-Luc Mélenchon. Pas de surprise, Jean-Luc Mélenchon, Jordan Bardella également, qui disait que c'était un gouvernement qui n'avait pas d'avenir. Marine Le Pen aussi s'est exprimée il y a quelques instants. Oui, elle dit, les Français se retrouvent ce soir avec un gouvernement remanié, éloigné du désir de changement et d'alternance exprimé en juin dernier. Ce gouvernement transitoire est la conséquence du bourbier créé par des alliances contre nature nouées lors des élections législatives. La grande alternance que nous appelons de nos voeux, nous allons continuer de la préparer pour permettre à la France de se relever. Voilà pour cette dernière réaction. Vous suivez les autres réactions, évidemment. C'est assez surprenant d'habitude, Sébastien Chenu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Georges Fenech est toujours là et Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD également. C'est assez surprenant parce que là, elles arrivent doucement, les réactions politiques. C'est-à-dire que tout le monde découvre un peu ce gouvernement. Jordan Bardella dit que le gouvernement n'a pas d'avenir et Marine Le Pen parle de gouvernement transitoire. Sébastien Chenu, votre réaction en direct sur Europe 1 à ce gouvernement de Michel Barnier? D'abord, c'est pas un nouveau gouvernement, c'est un remaniement. Il y a 7 ministres qui continuent, 7 ministres macronistes qui continuent. C'est un gouvernement de continuité, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont juste remanié. Avant, on avait un gouvernement macroniste sans LR, maintenant on a un gouvernement macroniste avec LR. 7 ministres sur une quarantaine quand même. Mais d'accord, mais enfin, ça veut dire quelque chose. On sait pas. D'ailleurs, sincèrement, on ne sait pas pourquoi ils ont été, pour certains, conservés. Ils sont sur des postes pour lesquels ils n'ont pas forcément de légitimité. C'est d'ailleurs, à mon avis, le problème de ce gouvernement, c'est qu'il repose sur zéro légitimité. Personne n'a jamais voté pour que ces gens-là mènent les affaires de la France. Les Français ont voté aux européennes, ils se retrouvent avec Stéphane Séjourné, commissaire européen. Les Français ont voté aux élections législatives, ils ont voté pour le Rassemblement National, pour le Nouveau Front Populaire, en tous les cas pas pour la Macronie ni pour LR. Ils se retrouvent avec la Macronie et LR. Il y a quand même un problème de légitimité. Et LR est absorbé par la Macronie. Moi, je plains ce pauvre Bruno Retailleau, qui se retrouve coincé entre Didier Migaud, qui était quand même, lorsqu'il était député socialiste, avait voté la suppression du délit de solidarité. Donc ça veut dire qu'il a une vision de l'immigration illégale qui est quand même, à mon avis, exactement l'opposé de Bruno Retailleau. Nicolas Daragon, le maire de Valence, qui est secrétaire d'État, dont on regardera là aussi un certain nombre d'affaires qui ont tourné autour de lui, ce qu'on appelle au nom de l'islamo-droitisme. Le pauvre Bruno Retailleau, je pense qu'il est utilisé pour dire, regardez, on est ferme. C'est une caution pour vous séduire, vous le RN. Ça me semble. Mais Bruno Retailleau, il est compatible avec non, mais, avec mais, vous. Mais madame, est-ce que Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, est-ce que ça... Nous, on a dit... Ça vous convient au Rassemblement National? Non, mais ce qui nous conviendra ou pas, c'est le discours que portera le Premier ministre, les actions que porteront les ministres et les textes qui seront proposés. Il a été choisi pour vous, Bruno Retailleau. Parce que quand on l'encadre d'un garde des Sceaux dont la première lecture de son action lorsqu'il faisait de la politique était d'être au secours de l'immigration illégale, on se dit que ce pauvre Bruno Retailleau, jamais il pourra compter sur le garde des Sceaux et que donc son action sera limitée et que donc c'est quelque part c'est le en même temps. C'est toujours ça l'idée macroniste, c'est qu'en fait on atténue immédiatement la possibilité d'aller peut-être un peu plus loin sur un certain nombre de dossiers régaliens en mettant tout de suite quelqu'un pour bloquer et pour permettre au côté gauche de la Macronie d'être sécurisé. Sincèrement, puis il y a des bizarreries dans ce gouvernement. Il y a un ministre du budget qui a été battu aux élections, on ne sait pas pourquoi il revient. Il y a une ministre chargée de la coordination gouvernementale. Mais comment on peut être ministre chargé de la coordination gouvernementale? Enfin, je veux dire, elle est quoi? Elle s'occupe de l'agenda, du secrétariat. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Les Français n'attendent pas ça. Les Français n'attendent pas ça. Vous allez l'aider ce gouvernement Barnier, Sébastien Chenu, est-ce que vous allez l'aider? Parce que là, semble-t-il, le gouvernement qui n'a pas d'avenir, c'est à dire... adversaires politiques. Il va se passer quoi? Ce sont des adversaires politiques. On attend de voir ce qu'il compte faire. Vous attendez de discours politique général? Bien sûr, parce que quand je vous cite un certain nombre de personnes, ça me rassure pas. Donc je pense qu'effectivement, c'est pas un bon point, ce gouvernement. Michel Barnier n'a pas marqué un bon point à nos yeux. Je pense que le sablier est renversé. C'est-à-dire que la durée de vie de ce gouvernement, à mon avis, est comptée. Combien de temps, Sébastien Chenu? Mais ça va dépendre des textes, de ce qu'ils vont nous amener, du budget. Il y a quand même un budget à voter.
Oui, quand je vois ce qui a été préparé par Gabriel Attal, il y a de quoi aussi s'inquiéter. Donc, on va voir ce qu'ils vont faire. Ils n'ont pas marqué un bon point, en tous les cas, avec la composition de ce gouvernement. Moi, je crois qu'ils sont passés à côté de la nécessaire rénovation de la vie politique. Et puis surtout, comme je dis, il n'y a pas de légitimité. Donc, nommer des gens que plus personne ne veut voir. Les Français ont voté contre tous ces gens-là. Ils les retrouvent en train de diriger les affaires du pays. Donc, je pense que c'est un non-sens absolu. Donc, raison pour laquelle je pense qu'il y a pas... Qu'allez-vous faire, Sébastien Chenu? Ce bloc est plus important que le vôtre, pardon. Ah non, c'est 235 députés. Non, vous ajoutez Lyon, vous ajoutez LR, vous ajoutez... Non. Horizon, ça fait 235 députés. Non. Vous en avez 145. La Macronie et les 60 Horizon Modem, ça fait 150. Et puis les 40 LR, ça fait 190. Plus l'autre qui est au gouvernement, voyez, on est à 235. Mais en tous les cas, on est très loin d'une majorité. Et c'est pas comme ça, à mon avis, que les choses vont se faire, parce que c'est par texte que les choses, que des majorités doivent se créer ou pas. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait un accord dans la Macronie pour des textes de fermeté de Bruno Retailleau. Je suis pas sûr que les députés macronistes ont envie de suivre ça. Je ne suis pas sûr que les députés LR ont envie de donner un blanc-seing à Didier Migaud. En tous les cas, nous, on signe pas de chèque en blanc à un tel Mais ça, gouvernement. vous l'aviez déjà dit que vous ne signez pas de chèque en blanc. Quel va être le comportement du Rassemblement national? Maintenant, très simplement, pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, il est 20h38. Mais comme toujours, l'intérêt de la France. Mais c'est quoi l'intérêt de la France, Sébastien Chenu? Quand un texte ira dans ce que nous estimons être l'intérêt de la France et des Français, on le votera. Est-ce que c'est de bloquer le gouvernement Barnier ou pas? Si on nous propose une augmentation des salaires de 10% en échange du gel des cotisations patronales, on le votera, on le porte. Si le gouvernement tape la France qui travaille, on s'y opposera. Dans le budget, on le verra assez rapidement. Donc c'est l'intérêt des Français qui nous guide. Et le problème, c'est que tous ces gens-là, en fait, on les connaît. On les a vus à la manœuvre, on sait ce qu'ils pensent. C'est la même politique qui continue, c'est la continuité. Donc c'est pour ça que je pense que ce gouvernement a peu de chances de durer très longtemps, car c'est pas les hommes et les femmes qui nous importent là, c'est la continuité d'une politique. Or Emmanuel Macron, son but, c'est continuer la même politique. Donc on va repartir. Combien de temps vous estimez la durée de vie de ce gouvernement? J'ai pas d'idée, mais si les choses se bloquent... Si vous avez un sentiment, on a tous un sentiment personnel. À votre avis, combien de temps? Il faut attendre d'avoir entendu Michel Barnier. Mais vous l'avez condamné d'avance. Vous avez dit ce gouvernement, ça n'a pas marché. J'ai dit que ce serait très compliqué de marcher, puisque ce sont des gens qui veulent continuer la même politique. Alors à moins qu'il y ait un virage à 180 degrés et que Michel Barnier nous surprenne... Mais c'est-à-dire 2 semaines, 1 mois, 3 mois? Non, mais le budget, il sera voté en fin d'année. Donc c'est au moment du budget. Nous on a dit qu'on ne vote pas une motion de censure a priori. On laisse M. Barnier s'installer. Il installe un gouvernement. On trouve que ce gouvernement passe à côté est à côté de la plaque. Pas de motion de censure avant pas de motion de censure spontanée. Donc ça veut dire pas de motion de censure en dehors d'un texte. Si ce gouvernement devait décider d'augmentation d'impôts, est-ce que vous censuriez immédiatement. Malgré le contexte budgétaire, mais il y a des économies à faire, c'est ça la priorité. Aller chercher les économies, s'attaquer au tabou de l'immigration, un certain nombre de niches fiscales, un certain nombre on peut aller chercher aussi dans les surprofits d'un certain nombre d'entreprises qui, notamment au moment du Covid, ont pu réaliser des surprofits sur lesquels on peut faire évoluer la fiscalité. Mais aller taxer encore la France qui bosse, la France du travail, les classes populaires. Je note que l'INSEE a sorti cette semaine un chiffre indiquant que ce sont les salariés du public et du privé qui ont vu leur pouvoir d'achat le plus baisser en 2022, en 2023. Le gouvernement n'a donc pas protégé ce pouvoir d'achat. Donc si c'est pour encore exposer la France du travail, la France qui se lève, la France qui fait des efforts, ou qui en a fait, les retraités qui ont travaillé, etc., eh bien, il ne faudra pas compter sur nous pour aller taper les classes populaires et comment le monde du travail. Allez-vous faire? Vous avez vu le déficit? Moi, je ressors cette information, moi, qui m'a glacé des Échos. Notre déficit, 6% du PIB. Mais c'est énorme, 6% du PIB. Comment on redresse ça? Mais ce sera peut-être même davantage, parce que Bruno Le Maire nous laisse une addition extrêmement lourde et qu'ils n'ont pas tout dit. Moi, je crains que ce ne soit d'ailleurs supérieur. La réalité, c'est qu'il faut... Il y a 3 leviers. Vous avez les économies à réaliser. J'ai parlé de l'immigration, on pourrait parler par exemple de niche, on avait parlé d'une niche sur les armateurs qui coûte 3,5 milliards par an, donc il y a les économies d'un côté à réaliser, il y a la fiscalité dont on peut revoir un certain nombre de périmètres, j'ai parlé de la taxation des surprofits, et puis il y a la nécessité aussi, le soutien au pouvoir d'achat des Français, j'ai parlé d'augmenter les salaires en échange d'un gel de cotisations patronales. Ce sont les 3 leviers qu'il faut actionner. Si ce gouvernement, à la fin, n'actionne que le levier de l'augmentation des impôts, non seulement il passe à côté d'un résultat, mais il nous aura face à lui. D'accord. Si le gouvernement Barnier dit on augmente les impôts, le RN fait barrage.
Absolument. Bon, il est 20h43, on est en direct, on est sur Europe 1, toujours avec Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement National, Raphaël Steinville, directeur adjoint de la rédaction du JDD, Georges Fenech, ancien juge d'instruction, et Alexandre Chauveau, journaliste politique d'Europe 1. Peut-être juste Alexandre, je voudrais qu'on fasse un petit point sur les réactions. C'est vrai, Georges Fenech disait tout à l'heure, il y a des réactions que nous attendons, comme celle de Laurent Wauquiez. Pas de réaction de Laurent Wauquiez. Édouard Philippe, une réaction peut-être ? Édouard Philippe, non, pas de réaction non plus. Il tweet très très peu. Déjà, sa parole est assez rare dans les médias et il tweet très peu. Je suis allé sur son compte Twitter, il n'a pas tweeté depuis le 5 septembre. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, là, on ne pouvait pas avoir d'attente. Non, mais c'est vrai qu'il y a assez peu de réactions de personnalités ce soir politiques. Sébastien Chenu, vous n'avez pas l'air d'être étonné. Mais il y a quelque chose qui m'a donné le sourire, mais ça en dit long. Les LR nous disaient, il y a un mois, on veut un contrat de législature sans participation. Et là, on participe, mais sans contrat législature. C'est-à-dire qu'en fait, ils font l'inverse de ce qu'ils avaient promis à leurs électeurs. En juillet, ils disaient à leurs électeurs, nous sommes l'opposition à Emmanuel Macron. En août, on ne veut pas participer. En septembre, on participe et on n'exige plus rien en retour. En fait, ce gouvernement macrono-LR, il signe ce qui se passe depuis longtemps. Les LR ont toujours sauvé la tête d'Emmanuel Macron. Ils n'ont jamais voté une motion de censure. Ils ont toujours été là. Donc c'est la dernière étape. C'est ce que Nicolas Sarkozy d'ailleurs avait analysé assez justement. Et donc cette fusion LR macroniste, cette espèce de parti unique aujourd'hui, redessine probablement, ou en tous les cas ferme la porte sur une logique qui était vue de tous, mais qui ne voulait pas être assumée par les Républicains. Donc maintenant, les Républicains assument, ils sont macronistes, la Macronie est LR, enfin ce sont les mêmes, et ce sont les mêmes individus qui vont gérer le pays. Alexandre Chauveau. Une réaction de Lucie Castet, peut-être qui était pressentie cet été pour rentrer à Matignon. En tout cas, elle candidatait. On nous promettait un gouvernement de concorde, on a un gouvernement de droite dure. C'est la démocratie qui est humiliée ce soir avec la fin de ce suspense de papier. Bon. Voilà, Valérie Pécresse également, je ne sais pas si ça vous intéresse. Valérie Pécresse, je souhaite tout le succès possible au gouvernement de Michel Barnier, remettre de l'ordre dans les comptes et à nos frontières, dans nos rues, restaurer nos services publics et redonner espoir aux Français. La tâche est immense. Voilà ce que moi, je voudrais poser une question. Présidente de la région Île-de-France. Ouais, mais je voudrais poser la question peut-être Sébastien Chenu et Georges Fenech, Raphaël Steinville, les Français. La réaction des Français, on a vu qu'il y a eu quelques mobilisations qui a été initiées par la gauche pour protester contre ce gouvernement, demander le départ d'Emmanuel Macron, certes, mais effectivement les Français ont voté, les élections législatives ont dit quelque chose, ce n'est pas appliqué, et ça c'est pas de la politique, c'est un fait, effectivement, Renaissance, LR aux commandes. Comment les Français peuvent-ils réagir? Est-ce qu'il y a une forme de lassitude? Est-ce qu'on peut craindre aussi un soulèvement au sein du peuple français? Ça, c'est vraiment un ressenti. Peut-être Sébastien Chenu. Ça dépend. Les Français qui ont été un peu manipulés par l'extrême gauche et par la Macronie, c'est-à-dire qui se sont désistés les uns au profit des autres, sans qu'il y ait d'ailleurs de plateforme gouvernementale, ils ont le résultat de cette manipulation. Quand vous êtes un électeur LFI et que finalement au second tour vous votez pour faire élire Elisabeth Borne ou Gérald Darmanin, et inversement quand vous êtes un électeur macroniste et que vous votez pour faire élire Louis Boyard ou David Guiraud, vous avez exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que vous concourez à bloquer le pays. Eh bien, je pense que ça participera d'une prise de conscience des électeurs à non seulement ne plus écouter ceux qui leur font faire des choses contraires à leur conscience, mais aussi peut-être la nécessité de faire évoluer le mode de scrutin à l'avenir. Il faut changer le mode de scrutin. Georges Fenech. Vous ne serez pas surpris, M. Noël, si je vous dis que, en fait, M. Chenu, que je ne partage pas du tout votre analyse sur le fait de dire les LR sont devenus des macronistes. Voilà. Oui. Vous dites c'est la même chose. Georges Fenech, vous êtes un ancien LR. Quand je vois dans ce gouvernement quelque chose qui me paraissait encore inimaginable il y a quelques semaines, que je vois dans ce gouvernement des personnalités purement LR et avec des opinions très tranchées, que sont Bruno Retailleau, Annie Genevard, qui est secrétaire générale du mouvement, François-Noël Buffet, président de la commission des lois du Sénat, Nicolas Daragon, Patrick Hetzel, à l'enseignement supérieur, des gens qui sont LR et qui n'ont pas du tout l'intention de se fondre dans autre chose de ce qu'ils sont. Vous ne pouvez pas d'emblée comme ça les considérer comme macronistes. C'est pas un gouvernement de rupture. C'est un fait, Georges. Non, c'est pas un fait. Ils travaillent. Ils ne se sont pas reniés. Ils sont là parce qu'il y a un intérêt immédiat, urgent pour la France de faire tourner le pays. On leur a demandé de retrousser les manches et d'y aller. Ils y sont allés avec beaucoup de courage. Voilà.
Maintenant, laissez-leur le temps, au moins, de montrer ce qu'ils sont capables de faire. Il travaille avec un ministre des Affaires européennes qui est Jean-Noël Barrot, qui est un ministre totalement soumis à la doxa européiste. Donc ça veut dire qu'ils sont d'accord avec le discours européiste. Donc ça veut dire que déjà, les LR ne sont pas souverainistes, ils sont soumis à cette doxa. Il travaille avec un garde des Sceaux socialiste, Monsieur Migaud, dont j'ai rappelé les états d'armes. Donc ça veut dire qu'ils pourront pas aller très loin de ce côté-là. Il travaille avec un ministre de l'économie et des finances purement macroniste. Donc ça veut dire qu'ils sont d'accord avec cette logique-là. Ça veut dire qu'en fait, ils ont accepté de négocier ce qu'ils étaient pour occuper des places. Mais c'est normal parce qu'en fait, dans la sociologie LR, ne plus avoir de place, de fauteuil, de voiture, etc., c'était inimaginable depuis 12 ans. Ils en mouraient d'envie, ils n'osaient pas le faire. C'est un procès d'intention. Non, c'est pas un procès d'intention, ça participe aussi des choses. Les LR ont toujours considéré que les autres étaient là par réfraction et que c'était eux les légitimes. Or, ils font 5% aux élections, ils n'ont aucune légitimité et ils acceptent d'aller travailler avec des gens qui ont des options politiques qui sont en réalité assez éloignées des autres. J'en ai cité 3, mais je peux faire la liste des autres ministres qui sont éloignés d'eux. Du Rassemblement national. On va reparler de ce gouvernement de Michel Barnier. Est-ce qu'il y a vraiment un cap à droite qui a été franchi avec l'annonce de ce gouvernement par rapport au précédent? Est-ce qu'il y a un message peut-être qui a été entendu, en tout cas, et par l'Élysée, par Emmanuel Macron qui choisit Michel Barnier et qui lui demande de composer son gouvernement? Ou est-ce que non, vraiment il n'y a pas de changement et vous dites oui, vous disiez c'est de la continuité, mais il y a quand même non, mais c'est le en même temps macroniste. À droite, non? Mais c'est toujours le en même temps macroniste. Retailleau, homme de droite, cohabite avec un garde des Sceaux, homme de gauche. Absolument incompréhensible d'ailleurs, depuis tant d'années, de nommer des ministres de l'Intérieur qui se veulent être un peu sévères, et puis des gardes des Sceaux qui véhiculent une certaine idée du laxisme. Donc c'est le en même temps, un ministre des Affaires européennes qui est qui est Jean-Noël Barrot, qui est, j'allais dire, familialement, historiquement acquis à l'idée de transfert de souveraineté à l'Union européenne, qui cohabite avec des gens qui ont plutôt une âme souverainiste comme Bruno Retailleau. Donc si vous voulez, c'est le en même temps. Et le en même temps, ça ne permet pas d'avoir des lignes politiques claires, d'aller très loin et d'avoir des résultats aussi. Raphaël Sébastien, compte tenu de la configuration politique, qu'est-ce qu'il aurait pu advenir si finalement LR n'avait pas décidé de rejoindre ce gouvernement de Michel Barnier? Est-ce que c'était pas une question de responsabilité, d'urgence pour la France que de prendre sa part? En tout cas, c'est comme ça que aujourd'hui les responsables LR expliquent leur soutien à ce gouvernement. Qu'est-ce qui serait passé si finalement Emmanuel Macron avait même été incapable de nommer Michel Barnier compte tenu de la configuration du paysage politique? Mais les Français ne les ont pas choisis. Je veux dire, ça c'est le point de départ, je pense, que ne veut pas prendre en considération Emmanuel Macron. Les Français ne veulent plus du macronisme. 3 dimanches de suite, ils ne veulent pas davantage des LR. 3 dimanches de suite, ils se sont prononcés sur 3 scrutins, les européennes et les 2 tours des législatives, pour dire qu'ils ne voulaient pas du macronisme. Oui, mais le deuxième tour des législatives a aussi signifié que les Français ne voulaient pas du RN. Il y a eu 3 blocs. Et il y a eu ensuite 3 blocs. Donc c'était au président de la République de trouver effectivement une formule, mais qui ne consistait pas à mettre ceux qui étaient battus aux responsabilités. À la limite, il aurait fait un gouvernement un peu techno pour les affaires courantes jusqu'au mois de juin prochain, où en réformant le mode de scrutin, on redonnait la parole aux Français, parce que moi je pense qu'il faut aller vers une proportionnelle avec une prime majoritaire. Mais on n'avait pas le temps, Sébastien Chenu, vice-président du Rassemblement national. On n'a pas le temps, ça fait combien de temps? Il y a urgence là, d'accord, on nous dit ça depuis 3 mois et demi. Moi je suis toujours sur l'histoire du budget qui me tétanise. Et qui va être voté quand? Qui va être voté quand? Qui en réalité va probablement être voté en fin d'année. Donc le temps, on l'a déjà perdu. Donc on nous dit depuis 3 mois, il y a urgence. Enfin, ça fait 15 jours que Michel Barnier est nommé. Donc la réalité, c'est que Emmanuel Macron nomme des gens qui ont perdu aux élections, mais c'est pas pour se faire plaisir que je dis ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça crée une crise de légitimité. Les Français disent, mais c'est pas possible. On vote dans un sens ou dans un autre. On vote RN, on vote Front Populaire, et on se retrouve avec les gens qu'on a voulu sortir aux élections et qu'on a sortis en réalité aux élections. Bah, écoutez, à partir de là, il y a un problème démocratique, il y a un problème de légitimité, et ça peut pas fonctionner. Donc je pense qu'effectivement, il y aura urgence à redonner la parole aux Français dès que possible. On aurait pu entre-temps aussi faire des choses. Emmanuel Macron a pu déclencher un référendum. Nous, on le réclame sur l'immigration, mais il pouvait y avoir d'autres choses sur lesquelles il pouvait donner la parole aux Français. Je crois qu'il a totalement perdu le cap. Quand on est capable
Vous savez, de nommer un jour à l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer et le lendemain Pape Ndiaye, quand on est capable de nommer d'un côté Retailleau à l'intérieur, de l'autre côté Migaud à la justice, c'est qu'il n'y a pas de cap, il n'y a pas de boussole, il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas de vision pour le pays. Il y a juste des arrangements, et je le disais, c'est un peu le retour aussi du régime des partis. Chacun s'y retrouve. Édouard Philippe, il a casé une adjointe du Havre, le MoDem a casé une ou deux personnes. C'est vraiment le retour du régime des partis, c'est-à-dire le pire dans une démocratie. Vous parlez des petits arrangements, le MoDem qui voulait pas rentrer au gouvernement parce qu'il trouvait qu'il était trop à droite, notamment à cause de Bruno Retailleau. Il y a toujours des discussions, vous savez bien, Sébastien Chenu, pour composer un gouvernement, il faut faire des compromis, il y a toujours des discussions. Mais sur quoi ? Sur quoi ? Le compromis, il se fait sur quoi ? Il se fait sur quelle ligne ? Il se fait sur quelle offre politique ? Puisque les Français ne veulent pas de l'offre politique qui est portée par tous ces gens-là. Ces hommes et ces femmes qui, individuellement, peuvent être des gens tout à fait respectables. Moi, je ne fais pas des procès sur les personnes, mais la politique qu'ils mènent ou qu'ils ont menée, puisqu'on les a vus pour la plupart. Il y en a aussi, je disais, il y a 8 ou 9 ministres macronistes, mais enfin, il y en a qu'on a déjà vus aux affaires. On sait ce qu'ils pensent, et ils ont d'ailleurs le droit de le penser, mais on a vu les résultats des politiques qu'ils menaient. Donc c'est un gouvernement qui ne sert à rien, en fait. C'est ça, ce soir, qui sert à patienter, alors qu'il y a des urgences dans le pays. Des urgences de sécurité, des urgences en immigration, des urgences sur le pouvoir d'achat, sur le logement, sur la santé. Moi, j'ai entendu deux choses de Michel Barnier. La première, c'était on fera des économies sur l'hôpital public. Je l'ai entendu lorsqu'il a visité un hôpital. C'était sa première visite, il l'a consacrée à l'hôpital. Les enfants malades en Necker. Voilà, il avait dit il y a des économies à faire dans l'hôpital public. Très étrange comme sortie. Puis, il a dit le grand âge sera une priorité. Deuxième, pourquoi pas d'ailleurs, c'est pas inintéressant ça, mais ça veut dire quoi derrière? Et puis la troisième chose que j'ai entendue, non pas de la bouche de Michel Barnier, mais c'est Gérald Darmanin qui l'a rapporté, c'est on pourra pas faire sans augmenter les impôts. Et là, ça m'interroge beaucoup plus. Et là, ça vous interroge, Sébastien Chenu. Vous le connaissez, Michel Barnier? Vous l'avez rencontré? Vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui ou... Pas du tout. Jamais? Pourtant, il est dans le circuit depuis très longtemps. Bah oui, c'est pour ça. Je me permettais de vous demander. C'est pas une expression terrible, mais il était à l'Europe. Mais oui, il était à l'Europe. En tous les cas, moi, effectivement, je le vois comme de l'extérieur finalement dans ce monde politique depuis très longtemps. J'ai souvent eu des vrais désaccords avec lui, puisque lui c'est un européiste. Il est acquis aux idées de transfert de souveraineté à l'Europe. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, merci infiniment, en tout cas, Sébastien Chenu, vice-président du RN, d'être venu, d'avoir réagi et commenté effectivement la liste de ce nouveau gouvernement Barnier, puisque nous avons donc un gouvernement. Premier conseil des ministres lundi, 15h. Donc 15h.